Dans la grande interview semaine ça, nous allons gagner une interview que ambassadeur Union européenne dans le pays d'Haïti, M. Stefano Gatto, te bail confrère nous, Patrick Saint-Pré, pour te expliquer l'affaire appui budgétaire que octroyé à Haïti. Nous rappelons que l'appui budgétaire là, c'est un indicateur extrêmement important. Nous retournons dans l'affaire budget encore, je me suspends parce que nous ne pouvons pas sortir de la crise non, si nous ne pas vraiment améliorer la gouvernance dans le pays et particulièrement la gouvernance financière. Donc, les n'a regardé tableau ça, particulièrement mon cap sur Profin TV avec nous, attendez la radio, mais m'encourager tout à enregistrer, à subscribe, j'en dis dans Profin TV pour nous capable gagner information ça, pour nous analyser parce que ça aide mieux comprendre ce qui a passé non seulement dans le pays mais dans le monde et nous sommes des premières parties émission comme font gros râler pour nous sur ça. Donc là, nous regardons tableau ça que nous montrons une recette avec dépenses, comment l'État entre l'argent, comment l'État sortit l'argent. Ça, c'est le budget 2024-2025 là, que nous passons plusieurs fois pour nous déjà, parce que c'est le budget, le budget Gariconi, te mettez en place ça, que vous pouvez changer là avec le nouveau premier ministre, M. Fizeme. Et bien, nous voyons que 323,4 milliards de gouttes que nous gagnons dans l'entrée, ça les voies et moyens, c'est ça, le gouvernement bat tête li, comme voie et comme moyen pour le capable financer le budget, quand on va l'entrée comme. Nous, ouais, premier groupe là, c'est ressources domestiques là, qui a à peu près 216 milliards de gouttes. Le 323, n'a porté à travers la DGI, à travers la douane et toute entreprise publique dans le pays, ça les recettes fiscales et les recettes non fiscales de l'argent ça n'a porté 215,7 milliards de gouttes. Donc, il n'est pas suffisant, puisque nous besoin 323. Donc, on y a une deuxième partie, ça a les dons, 75 milliards, mais gardez bien, appui budgétaire global là, zéro. Ça veut dire qu'il y a fait une cadeau de 75 milliards, mais mon cap bon là, c'est yo pour décider comment on va dépenser l'argent ça. Et pour compléter, l'imfin additionné 215 là à 75 là, manque en 33, et bien on va chercher financement pour 33 milliards de gouttes là. Donc voilà les entrées en quelque sorte. Et nous toujours attirer attention, nous-mêmes comme citoyens, sont mauvaises notes pour quel que soit le gouvernement, peu importe ça qu'a dirigé nous, lorsqu'il n'y a pas un appui budgétaire. L'Union européenne, c'est la seule zone dans le monde, puisqu'il y a plusieurs pays là-dedans, qui ont même pas support ça, que les appuis budgétaires là. Appui budgétaire là, une sorte de confiance qu'il a dedans, ça veut dire, c'est que reconnaître qu'on a géré l'argent, après au bord, comme là, après au jour, au mettre exécuté dans quelque sorte. Donc ça, c'est une petite ouverture qui est extrêmement intéressante et M. Gatto va parler de ça pour qui ça que l'Union européenne lui-même fait une confiance ça. Mais confiance n'est pas 100%, non? Il y a des conditions que vous posez en quelque sorte. Alors, on dit que depuis là, moi, Jovenel Moïse, et bien, un arrêt depuis 2021, il était suspendre l'appui budgétaire là, peut-être qu'il va le faire, le gouvernement a assez confiance et l'Union européenne a dépensé l'argent sans que il pas passer directement par le gouvernement pour la dire bon mais comme là ou mettre à le dépenser en quelque sorte. Donc ambassadeur fait nous connaît que il a commencer le budget rectificatif qui est supposé sortir très prochainement et bien il va le mettre 19 millions d'euros, il pas en pile mais au moins son ouverture et le gouvernement a gain intérêt pour que il bien géré comme ça et renforcer la gouvernance globalement pour que l'autre monde qui a fait le cadeau de l'argent, que le les BID, que le les Banque mondiale, que le les bon, et ça il dévalue encore, donc on qui va ça tourner, nous sommes capable de dire, eh bien, tout l'autre acte, que le bilatéral ou multilatéral, donc c'est une opportunité, you buy gouvernement, mais gouvernement veut dire nous-mêmes tout, parce que c'est l'argent panier, c'est de facto gouvernement et CPTAE, donc faut que nous participé et pour nous capable montrer mais comment que nous-mêmes, le type de gouvernement ouvert que nous avons supposé mettre en place là et que nous avons prôné dans le pays, ça, notre participation, pour que le pays a confiance, pour que le chiffre, ça n'a pas gardé là, dont, qui estime à 75 milliards de gouttes. Donc, vous imaginez que tous 75 milliards de gouttes là, l'État dit gouvernement, ok, d'accord, c'est pour gérer le gouvernement. Nous n'avons pas besoin de prendre ONG, nous n'avons pas besoin de prendre aucun acteur séparé, il a passé à travers le circuit gouvernemental. Et c'est ça qui est le grand défi en quelque sorte. Et M. Gatto t'a parlé également tout
de nécessité particulièrement pour supporter la protection sociale. Donc, c'est une interview extrêmement riche pour aller dans pile parole. Il parlait également de projets qui pourraient finir route qui pourraient connecter Port-au-Prince avec Cap-Haïtien en passant par le plateau central. Donc, on est un bout qui pourrait finir Port-Cofini. Donc, il y a 40 millions d'euros qui sont disponibles pour faire travail ça. Donc, entendez avec Patrick Saint-Pré, interview ça que M. Stéphane Ougato t'a octroyé nous et n'a pas prendre en pile de ça et pour nous comprendre qui ça n'y est pour nous faire, pour nous renforcer la gouvernance financière, pour nous gérer plus bien, pour nous créer confiance entre nous qui diriger et moun qui au même dans la population qui pour faire confiance parce que nous besoin plus pression fiscale parce que si l'appui budgétaire a bien géré tout, son bon message là pied pour qui est pour population, moun qui contribuer pour dire ah si comme ça a bien géré comme ça et bien bon payer taxe moyen pour que nous capables globalement ensemble nous avons certaine solidarité entre l'argent et arriver à faire des pensions mieux en quelque sorte. On tenait interview. Bonjour et monsieur l'ambassadeur, merci de nous avoir reçus. Nous sommes le groupe Croissance et cette émission c'est pour investir qui est animée par monsieur Kessner Farrell. Donc cette interview se réalise dans le cadre de l'appui budgétaire accordé par l'Union européenne à Haïti et surtout elle fait écho à une campagne de sensibilisation sur la protection sociale qui est menée, implémentée par la groupe Croissance avec le précieux concours de l'Union européenne encore une fois. Je rappelle que nous sommes avec son Excellence, M. Stéphane Ougato, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, merci, bonjour. Merci, bonjour Patrick, et merci de cette occasion de pouvoir expliquer un peu les contours de notre coopération avec Haïti et plus spécifiquement de cet appui budgétaire qui était dû depuis longtemps et donc nous avons la satisfaction finalement d'avoir pu finaliser ce décaissement qui est en fait les premiers dans le nombre de décaissements qui arriveront et que c'est très important. Ça fait quelques années quand même qu'on avait ces dossiers un peu en l'air et finalement, grâce à un travail de coordination assez étroit avec le ministère de l'économie et des finances, on a réussi 2 ans assez intenses de coopération et je vais vous expliquer après comment ça marche. Tout à fait, tout à fait. Et l'appui budgétaire est de retour après un certain temps d'arrêt. On s'en réjouit, mais qu'est-ce qui motive ce retour dans le contexte actuel, le retour de l'appui budgétaire? En fait, ça c'est une très bonne question parce qu'on pourrait dire que la situation est très complexe dans les pays et donc on aurait pu facilement adopter le choix le plus facile de dire bon, on attend que les choses s'améliorent pour vous donner cet appui. Je vous explique qu'est-ce que c'est et surtout aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est un appui budgétaire, en quoi ça, un appui budgétaire se différencie d'un projet traditionnel. Normalement, la coopération avec un pays, on la fait par plusieurs moyens. On fait la coopération sur des projets concrets dans lesquels on recrute des sociétés ou des ONG pour mener à bien des projets. Par exemple, nous avons la coopération dans le domaine agricole que nous venons aussi de lancer. C'est un programme de 37 millions d'euros deuxième phase, PEMSAN, qu'on a lancé il y a une semaine à Cap-Haïtien avec les ministres de l'Agriculture, qui essentiellement portera sur des actions pour développer l'agriculture, améliorer la nutrition dans les zones du pays où il y a des indicateurs plus préoccupants en termes de nutrition. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas un appui budgétaire. Dans ce cas-là, on a établi un schéma de projet où il y a plusieurs interlocuteurs. Et les fonds ne vont pas directement au gouvernement d'Haïti qui n'exécute pas, n'a pas la responsabilité d'exécuter. Ils vont plutôt vers les sociétés et les ONG qui ont la coordination et qu'à leur fois, ils vont organiser une attribution des contrats en cascade dans les différentes communes nord-ouest, nord-est et Port-au-Prince dans lesquels on travaillera cet aspect-là. Alors là, c'est pas un appui budgétaire, c'est pas des fonds qui passent de l'Europe. Enfin, c'est des fonds, mais c'est des fonds qui vont via des ONG, des interlocuteurs locaux. Il y a une autre modalité qu'on utilise quand les relations économiques sont plus solides et la gestion économique est plus solide, dans laquelle on passe les fonds directement au gouvernement du pays via ces mécanismes. Ces fonds rentrent directement dans le budget d'État et donc c'est les pays qui prennent l'engagement d'utiliser ces fonds, dans ce cas-là, les 19 millions qu'on vient de décaisser,
pour réaliser certains objectifs qu'on a agréés. Mais alors, c'est pas des sociétés ou c'est pas l'Union européenne qui réalise ces actions, c'est le gouvernement d'Haïti. Donc, on pourrait dire, bon, comme la gouvernance en Haïti est un peu sous discussion, la situation politique n'est pas plus la plus facile, on n'a pas un gouvernement élu, mais c'est un gouvernement transitoire qui a été nommé par des autorités à leur fois transitoires et on est à l'attente d'élections, on aurait pu adopter la voie facile et dire, bon, on attend que tout ça soit résolu, qu'il y ait des élections, qu'il y ait un gouvernement élu un bon ordre et on fera ça après. Mais le problème est qu'on voyait, moi je suis là, ambassadeur depuis 22, on a suspendu ces paiements en 2020, c'est-à-dire l'accord. Le programme s'appelle State Building and Resilience Contract en anglais, c'est-à-dire c'est un programme pour renforcer la capacité de l'État de répondre aux besoins des citoyens. Donc c'est pour ça qu'il est axé surtout sur la protection sociale. Mais en fait, c'est la responsabilité de l'État haïtien après de décider exactement quelle action. C'est pas, nous ne devons pas négocier exactement avec le gouvernement dans quelles actions vous allez dépenser. Mais c'est plutôt des indicateurs de réussite qui nous diront si les fonds ont été bien utilisés. En ayant été bien utilisés, on peut déchaîner d'autres décaissements. Et donc, nous avons déjà un autre décaissement de 17,5 millions qui est à l'attente, qui, dans les prochains mois, sur base de certaines conditions que je peux vous mentionner, sera déboursé. Et un total de 53 millions d'appui budgétaire. Je veux souligner que l'Union européenne est la seule institution internationale qui fait de l'appui budgétaire en Haïti en ce moment. Les Fonds monétaires internationaux a conclu un accord de supervision, mais qui ne prévoit pas l'octroi des fonds. Mais nous tenons compte aussi de ce que l'FMI a agréé avec les gouvernements haïtiens, avec le ministère de l'économie et des finances, pour justement renforcer notre propre suivi de ces décaissements. Donc, pour conclure, pourquoi maintenant? Parce que c'est plus nécessaire que jamais. Ça aurait été possible de ne pas le faire, oui, on aurait pu faire le choix facile de dire on attend. Mais nous considérons que les besoins budgétaires, les besoins financiers de l'État haïtien sont énormes, n'ont fait qu'augmenter au cours des dernières années. Et la crise économique est là, donc on peut pas... Les besoins humanitaires ont augmenté, on a beaucoup plus de déplacés qu'on avait à la fin de l'année passée, donc à mon avis, on a insisté d'ici avec nos autorités budgétaires pour que on avance quand même. Et voilà, il faut souligner que nous considérons, par un travail de coopération assez étroit qu'on a fait avec le gouvernement au cours des 2 dernières années, que la gestion macroéconomique du pays, la gestion monétaire du pays, elle est saine, elle est bien faite. L'économie est très faible, oui, certes. Ça fait 8 ans de croissance négative, donc l'économie est très petite, si vous voulez. Elle est insuffisante pour couvrir les besoins des Haïtiens. Mais la gestion macroéconomique est saine. Et donc, sur la base de ces gestions macroéconomiques saines et des indicateurs qui sont en bon ordre, et des systèmes de supervision que nous considérons qui sont fiables, on peut donc se permettre d'octroyer ce décaissement budgétaire et tout simplement à l'État haïtien, on donne un certain nombre de paramètres à suivre pour que les prochains décaissements soient possibles. L'accord entre nous, mais c'est un accord, oui, c'est écrit, mais c'est pas spécifique, c'est que la priorité, ça doit être la protection sociale. Qui dit appui budgétaire dit qu'il y a des conditions. Oui. Donc, quelles sont les conditions dans le cadre de cet appui budgétaire précis? Donc ça, c'est les conditions. Alors, quand on parle de conditions, parfois, on a l'idée que les conditions, c'est quelque chose qui soit imposé de quelqu'un vers un autre. Alors, les conditions, en fait, c'est des conditions qui sont négociées entre le gouvernement d'Haïti et les bailleurs de fonds dans ce cas. Donc, c'est pas que nous, on arrive avec un cahier de charge, on dit, papa, vous devez faire ça et ça et ça. Alors, non. L'idée est que, d'abord, on fait une analyse macroéconomique et institutionnelle, et c'est pour ça qu'on se réfère aussi à la Banque mondiale et au FMI, qui sont d'autres interlocuteurs du pays. Et on voit que donc, il y a des structures saines qui permettent de juger que c'est si nous dépensons, si nous octroyons ces fonds, que je souligne le fait qu'il s'agit d'une donation. C'est pas des fonds qui devront être remboursés. C'est pas un crédit. Parce que très souvent, on parle de grands montants qui sont octroyés par d'autres acteurs. Mais là, c'est des crédits qui octroient. Dans les crédits, vous savez, même si les conditions sur les taux d'intérêt sont très favorables,
Il faut il rembourser faut les rembourser. Alors là, c'est vraiment un don, donc c'est un appui budgétaire pour que Haïti puisse dépenser plus aisément. Alors, on a quand même établi un certain nombre de conditions. Donc, on a attendu d'abord que l'FMI termine sa révision, sa supervision avec les autorités haïtiennes de la gouvernance économique. Et on s'aligne sur les conclusions de FMI. Donc, on demande donc qu'on publie les diagnostics de la gouvernance économique d'Haïti qui a été agréé avec l'FMI pour transparence, qu'on complète l'audit de la Banque centrale d'Haïti, parce que les fonds vont rentrer par la Banque centrale d'Haïti pour aller au gouvernement. Donc, il y a un audit qui est dû, qu'on n'a pas pu réaliser récemment à cause de problèmes bureaucratiques internes, mais on n'a pas voulu quand même arrêter les paiements en attendant l'audit. On a dit, OK, on fait ces paiements, mais entre-temps, vous menez à bien l'audit pour les prochains paiements. Et on encourage Haïti à adopter un plan d'action pour la réforme des finances publiques. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la transparence et la gestion, même si la gestion, nous considérons qu'elle est saine, mais quand même, il y a des mesures qu'on peut encore adopter. On encourage à l'amélioration de la transparence des marchés publics et la réduction de la corruption. Vous savez qu'il y a un certain nombre de décrets, de lois. Nous, d'ailleurs, nous appuyons ici, dans ces pays-là, une réforme judiciaire qui est en cours, qui est celle de la création des pôles spécialisés. Et ces jours-ci, nous savons que c'est l'Union européenne qui finance cette action qui est menée par une agence des Nations Unies. Et elle porte sur la création de pools, de groupes de juges spécialisés qui s'occuperaient de 3 questions particulières qui sont les délits de masse, c'est-à-dire les violations grossières des droits de l'homme, les délits sexuels et la corruption. Donc, il s'agit d'entraîner et préparer des juges qui soient des spécialistes sur la matière. C'est quelque chose qu'on a fait dans d'autres pays et ça marche. Par exemple, dans mon pays, l'Italie, vous savez que dans le passé, nous avions un problème qui s'appelait la criminalité organisée, la mafia. La mafia, comment on l'a, disons, contrôlée, on l'a pas éliminée, mais comment on l'a défaite? Essentiellement par des juges spécialistes qui s'occupaient d'une manière qui pouvait briser des barrières qui parfois étaient utilisées pour empêcher les investigations, et c'était des juges spécialisés qui pouvaient mettre ensemble toutes les données qui venaient du secteur bancaire, de l'enrichissement des personnes, et donc ils brisaient tous ces parce qu'ils étaient spécialisés. Donc nous pensons qu'un des problèmes, enfin un jugement assez habituel sur le système judiciaire haïtien est que il manque un peu cette spécialisation. Donc, finalement, les cas tombent sur des juges qui ne sont pas des spécialistes et qui sont plus sujets à des influences. Donc, tout ça, c'est une parenthèse pour dire qu'on appuie cette réforme. Cette réforme, on sait que le ministre de la Justice vient de la finaliser et donc elle sera approuvée par décret dans quelques très, très prochainement. Et c'est très important parce que nous savons tous que quand même, violence sexuelle et crimes de masse, c'est inutile que je dise qu'ils sont importants, mais la corruption, c'est vraiment un sujet qui inquiète tous les Haïtiens et nous savons qu'il faut des instruments pour l'approcher. Donc, au-delà de ça, poursuite de la mise en œuvre de la législation sur le blanchiment d'argent, c'est un autre dossier important. Nous savons que par le système financier haïtien passe beaucoup de fonds qui ne sont pas forcément toujours transparents. Amélioration générale du climat des affaires. Alors là, c'est vraiment un encouragement à faire tout ce qui est possible. Nous savons parfaitement les difficultés de l'économie haïtienne et les énormes difficultés, pour ne pas dire les presque impossibles conditions pour investir. C'est-à-dire un investisseur, que ce soit haïtien établi à l'étranger, des entrepreneurs haïtiens aux États-Unis, ou un investisseur européenne ou américaine ou n'importe qui, un investisseur étranger, en ce moment, il est très réticent à investir en Haïti parce qu'il est essentiellement à cause de l'insécurité, mais aussi à cause d'un certain nombre d'insécurités juridiques. Donc, toutes les matières que j'ai mentionnées auparavant, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, tout ça concourt à faciliter ça. Mais aussi, certaines décisions qui pourraient être importantes pour donner un message que Haïti, c'est quand même un endroit où on peut faire du business. Parce que ces pays, on ne peut pas
tout simplement tout arrêter en attendant que la sécurité s'améliore. On a besoin de continuer à travailler pour l'avenir de ces pays. On a besoin d'investissement. Donc, un exemple qu'on fait est celui de l'opérationnalisation de la deuxième terminale des barres conteneurs, parce que ça augmenterait la capacité d'absorption du commerce de la part du port de Port-au-Prince, et ça va avec l'ouverture récente du port d'Écailles et le renforcement du port du Nord au Cap. Imaginez-vous un pays où il y aurait 3 pôles portuaires beaucoup plus efficaces, et donc on n'aurait pas ces problèmes de biens du Sud qui restent sans fournisseurs, et le Nord qui reste pratiquement isolé parce que tous les combustibles et tous les biens rentrent seulement par Port-au-Prince. Donc, renforcer Port-au-Prince, la terminale est déjà bâtie, a déjà été construite, elle a été financée par des fonds européens d'origine française, mais elle ne peut pas opérer parce qu'il manque encore de procédures. Donc, on demande au gouvernement quand même de mettre en œuvre ces procédures. Ça serait un bon message parce que dans le monde actuel, et j'ai fait une référence plus générale, même à ce qui est en train d'arriver à la coopération internationale, vous savez tous, nous avons tous entendu les problèmes de USAID avec son propre gouvernement, les problèmes qu'on a dans plusieurs agences. Donc, dans le monde entier, il y a une évolution des choses qui fait que de moins en moins, il y aura des investissements tout simplement dénués d'intérêt économique et stratégique. C'est-à-dire, on est dans une tendance dans laquelle il faut lier de façon beaucoup plus efficace que dans le passé la dimension économique avec la dimension de la coopération internationale. C'est-à-dire établir des projets d'intérêt commun qui fassent que nos entreprises soient plus intéressées à investir, non parce qu'ils ont un objectif humanitaire en tête qui n'est pas. On ne peut pas demander aux entreprises de faire de l'humanitaire. Non, jamais. Et donc, il faut trouver des façons d'améliorer le climat du commerce, améliorer les investissements. Je vais mentionner aussi compléter la route de Port-au-Prince au Cap-Haïtien que nous avons bâtie avec des fonds européens. On est arrivé jusqu'à Saint-Raphaël. Nous savons que cette route, maintenant, elle n'est pas tellement utilisée. Pourquoi? À cause de l'insécurité. On ne peut pas quitter Port-au-Prince. On ne peut pas quitter Cap-Haïtien facilement parce qu'on doit passer par 40 km des routes impassables. Mais surtout, on ne peut pas quitter facilement Port-au-Prince parce qu'il y a des checkpoints des gangs. Donc, mais cette route sera là. Quand ce problème sera dépassé, cette route finalement complétée sera là et servira justement à faciliter les commerces, les transports et les mouvements des personnes entre les deux principales villes du pays. Donc, c'est toutes des choses que nous devons faire, même si la situation est complexe. Donc, je termine seulement sur les conditions de paiement. Vous voyez, c'est toutes des choses qui sont dans l'intérêt des Haïtiens, c'est-à-dire améliorer la transparence, améliorer la législation, améliorer le système de lutte contre la corruption, renforcer les actions pour la mobilisation des recettes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les recettes fiscales d'Haïti sont insuffisantes. Nous savons que les recettes fiscales d'Haïti ne sont pas suffisantes à gérer aux besoins qui sont du pays, pas seulement de l'administration, mais du pays. Et donc, on a besoin de renforcer ça. Nous savons tous qu'en 2022-2023, on a beaucoup augmenté les recettes douanières de ces pays par l'amélioration du système de contrôle douanier au port de Port-au-Prince. Donc, d'un coup, les recettes fiscales ont augmenté, et c'était l'époque du gouvernement Henry. Et maintenant, on s'est engagé avec le gouvernement haïtien à appuyer les réformes. Là, c'est un autre programme de 8 millions que nous avons avec UNDC, Canada et nous-mêmes, Union européenne, pour renforcer le fonctionnement des douanes terrestres, parce qu'il faut que les douanes terrestres contribuent au financement de l'État haïtien. En ce moment, tous les commerces qui passent par les douanes terrestres, il n'est pratiquement pas taxé. Et là, c'est des pertes énormes. Donc, quand on parle de mobilisation des recettes, ça veut dire améliorer la collecte pour avoir des fonds plus importants disponibles. Et bon, essentiellement, c'est ça. C'est donc de l'information, c'est compléter certaines réformes, c'est de l'information, c'est de la transparence qu'on demande. Et sur base de ça, on sera en mesure encore cette année. Maintenant, on contribue avec 19,5 millions, mais en cours d'année, on pourra dépenser
17,5 millions. Pour un total de 53, il y aura encore un troisième paiement l'année prochaine, en 2026, si tout suit cet ordre. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a passé en revue et les conditions. Maintenant, j'aimerais voir avec vous, est-ce qu'il y a des secteurs en priorité qui sont ciblés dans le cas de cet appui budgétaire? Alors, par définition, un appui budgétaire, c'est un degré de confiance maximale entre les deux parties. Parce que j'étais fait, par exemple, quand vous allez à une banque privée et vous demandez un emprunt pour acheter une voiture ou une maison, vous rentrez dans un dialogue et vous devez présenter des garanties, non? Normalement, si vous avez acheté une maison, vous devez pratiquement vous endetter pour la seule façon que vous avez, vous comme privé, pour assurer les paiements vis-à-vis de la banque, c'est de hypothéquer la maison. C'est-à-dire, OK, j'achète une maison pour $100,000 et j'ai pas les $100,000 parce que si j'avais les $100,000, je ne demanderais pas le crédit. Tout à fait. Donc, je dois mettre la maison comme garantie. Et si tout va bien, au fil des années, vous payez ces $100,000. Alors, entre États, ça fonctionne pas exactement comme ça. On peut pas demander à un État, écoutez, je vous donne 20 millions d'euros, mais alors vous m'en donnez 20 de garantie. On le fait avec les sociétés privées, hein. Par exemple, quand on a bâti la route de Port-au-Prince jusqu'à Saint-Raphaël. Alors, quand on demande à une entreprise de travailler pour nous, c'est un contrat de 185 millions. Donc, on demande, OK, on vous paye tous ces millions pour la construction de la route, mais vous devez nous garantir que vous avez la capacité financière de le faire. Parce que si je prends les premiers qui passent dans la rue et je lui dis, écoute, bâtis-moi une route, oui, prends les 100 millions, mais probablement, il ne serait pas capable de la bâtir, la route. Donc, on a besoin de garanties financières. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas demander à l'entreprise de dire, OK, je te paye, je te fais un contrat de 100 millions et tu mets 100 millions de côté. Parce que ça serait la même chose que me demander à moi que j'achète une maison de 100 000, de mettre 100 000 de côté. Et donc, c'est impossible. Donc, on demande une garantie financière. Ici, entre États, on ne peut pas demander une garantie financière dans ce sens, parce que les États sont souverains. Donc, on ne peut pas demander une garantie financière. Donc, ce qu'on demande, c'est des réalisations pour que je te laisse à toi comment gérer les fonds. Tu dois démontrer que tu es en train d'améliorer certains indicateurs. Et les indicateurs sur lesquels on est d'accord, c'est des indicateurs de protection sociale. Donc, pour tout ce que la protection sociale, nous savons, est très faible dans ces pays. Ça peut concerner la santé, ça peut concerner l'éducation, ça peut concerner les retraites, ça peut concerner l'appui au pouvoir d'achat. C'est plusieurs choses, mais nous recommandons que ces fonds soient utilisés pour la protection sociale en priorité. Or, il n'est pas impossible que l'État haïtien l'utilise pour des choses qu'eux considèrent qui sont prioritaires. Par exemple, la sécurité. Les élections ou la sécurité. Bon, la sécurité, on a des financements spécifiques sur la sécurité. On préférait que la sécurité soit haute. Mais donc, c'est pour ça que disons que l'engagement, c'est protection sociale. Et on laisse les choix au gouvernement de... Oui, mais justement, pourquoi ce choix parce que nous considérons parce que pour nous, c'est très difficile de faire de l'appui budgétaire dans des domaines qui seraient, par exemple, de l'appui budgétaire dans le domaine de la sécurité. Pour nous, ce n'est pas possible qu'à l'Union européenne parce que nous avons des limitations dans nos traités. Donc, nous pouvons appuyer la sécurité, mais nous devons l'appuyer alors dans un cadre spécifique. Par exemple, nous sommes en train d'essayer de compléter la préparation d'un appui de 10 millions à la mission de sécurité, la mission internationale. Vous savez que ce n'est pas une mission onusienne, mais quand même, c'est aux Nations Unies, avec les Nations Unies que nous devons négocier. Donc, nous avons mis à disposition 10 millions d'euros qu'on n'a pas encore décaissés à cause qu'on doit encore finaliser les préparations. Mais là, la sécurité, il y a plein de mesures que nous pouvons prendre en charge avec ces 10 millions. OK, eux, ils prendront en charge avec ces 10 millions. C'est une contribution en fonds fiduciaire, trust fund. Donc, mais sous condition qu'il n'y ait pas des armes. Parce que nous, avec ces règlements financiers que nous avons, nous ne pouvons pas acheter des armes et des munitions. Mais il y a plein d'autres choses dont la mission a besoin.
Ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de Logistique, de oui. logistique et salaire, enfin. Donc, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Mais donc là, pour la sécurité, on ne serait pas en mesure de faire un appui budgétaire, d'approuver un appui budgétaire parce que ces genres de dépenses ne seraient pas possibles. Et donc, on doit s'orienter vers des dépenses qui sont compatibles avec nos règlements et qui soient aussi nécessaires, comme justement tout ce qui est protection sociale et aide à la population. Ça facilite énormément l'approbation de ce genre d'appui budgétaire si c'est concentré sur ces secteurs-là, qui sont un peu les secteurs prioritaires de l'Union européenne. Tout à fait. Mais en quoi le volet protection sociale est important pour l'Union européenne? Au moment où nous parlons. Écoutez, ça fait partie des valeurs fondateurs de l'Union européenne, les droits de l'homme et la dimension sociale. Haïti, la population haïtienne vit une situation de terrible détresse à cause de la sécurité, mais aussi des problèmes économiques. Et malheureusement, l'État haïtien, à cause de sa faiblesse et des ressources insuffisantes, et il n'est pas capable d'apporter toute l'aide que la population devrait recevoir. Par exemple, on fait beaucoup d'aide humanitaire, on a triplé notre aide humanitaire en cours de l'année 2024 à travers l'agence ECHO, qui est notre agence d'aide humanitaire présente ici en Haïti. On a dépensé 48 millions. C'est encore peu, mais c'est quand même le triple qu'on avait fait l'année précédente. Et là, où on dépense cet argent? On le dépense essentiellement pour aider les populations déplacées, 1 million de personnes en ce moment, dans toute la géographie, alors qu'ils viennent surtout de Port-au-Prince, mais qui sont maintenant répartis dans toute la géographie haïtienne. Et l'État haïtien n'a pas les ressources pour maintenir ces personnes dans les champs, leur fournir à manger, leur fournir de l'eau potable, leur fournir des résidences. Donc, nous savons que l'effort essentiel, c'est la population haïtienne qui le fait, dans le sens que c'est les familles, c'est les parents, c'est les amis qui hébergent beaucoup de déplacés, mais il y a quand même un nombre important de déplacés qui sont dans des camps, dans des conditions très lamentables. Donc, nous pensons que c'est une question de solidarité, c'est une question un intérêt vraiment commun, d'aider l'État haïtien à faire face à ces défis. Donc, la protection sociale est importante parce que dans notre modèle européen, nous avons quand même compris que l'état de vie de la population, les conditions de vie sont une chose très importante. Peut-être nous avons les problèmes contraires dans le sens que nous avons une population en Europe très protégée et très appuyée. Et nous avons le problème que nous devons là revoir en Europe comment assurer la pérennité de la protection sociale de façon compatible à notre croissance économique qui n'est pas énorme. Donc là, c'est tout un autre débat. Mais vis-à-vis d'un pays comme Haïti, l'Union européenne a toujours eu comme priorité d'aider les pays amis, qui sont pratiquement tous, à dépasser ces problèmes. Donc pour nous, la protection sociale, les sociales, est toujours la première priorité. Évidemment, avec l'accélération de la croissance économique, parce que tu pourras faire du social seulement le moment où tu as une croissance économique qui te permet de faire. Donc, c'est tout à fait cohérent, à mon avis, de faire des donations pour la protection sociale tant que l'État haïtien n'est pas en mesure de le faire, mais en même temps, prendre des initiatives pour faciliter la croissance économique et pour qu'à l'avenir, l'économie haïtienne soit plus forte. Et Haïti, un jour, soit capable d'offrir à sa population toute l'assistance dont elle a besoin. Et Haïti, écoutez, c'est pas un pays dans lequel il y a un débat dans les pays, par exemple aux États-Unis, il y a toujours eu ce débat, plus qu'en Europe. En Europe, nous avons une clarté, une chose assez acceptée par toute la population européenne, qui est celle que l'État a une obligation de fournir aux personnes qui ne sont pas en mesure d'atteindre un niveau de vie confortable, ou disons au moins moyenne, qu'on a un devoir solidaire d'aider ces personnes. C'est l'approche sociale européenne sur laquelle on a bâti l'Europe au cours de 70 années qui ont suivi la fin de la guerre mondiale. Dans les pays anglo-saxons, ils ont toujours eu alors les pays qui ont développé le plus cette approche, les pays scandinaves, la Danemark, Suède surtout. Donc l'idée au fond était que l'État était responsable de toi, de ta naissance à ta mort.
Dans d'autres États de l'Union européenne, on a des visions légèrement moins complètes, disons. Mais dans les pays anglo-saxons, par contre, ils ont une vision différente. Dans les pays anglo-saxons, ils ont une vision, donc les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, qui était membre de l'Union européenne jusqu'en 2017. Il y avait eu toujours ce débat sur l'obligation ou pas de l'action sociale. C'était, est-ce que l'État est responsable de ses citoyens, finalement, ou l'État est responsable seulement de l'ordre et de certaines... Nous, la plupart des pays européens et l'Union européenne en général est porteuse d'une approche de présence de l'État. Mais évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. On a besoin de croissance économique. Tout à fait. Et ça coûte beaucoup d'impôts. La pression fiscale en Europe, c'est du 40% du PIB. En Haïti, c'est moins de 10% du PIB. Donc, vous voyez, 6%. Haïti ne pourrait jamais se permettre de l'appui social du type européen sans engendrer des ressources économiques plus importantes. Donc, en ce moment, les États-Unis ils ont fait des choix politiques qui les portent sur une vision plus sceptique de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont bloqué, par exemple, ils sont en train de revoir leur approche en matière de coopération. C'est quelque chose que l'Union européenne ne fait pas ou fait de façon différente. Nous sommes en train de revoir nos mécanismes de coopération, oui, mais on ne va pas suspendre, on ne va pas arrêter, on ne va pas révolutionner ça. On va mieux combiner le mieux possible la dimension économique avec la dimension sociale, la dimension humanitaire. Les trois vont ensemble. On ne peut pas faire de l'humanitaire si on ignore les besoins économiques des personnes. On ne peut pas financer de l'humanitaire si les entreprises ne sont pas capables de créer de la croissance économique et engendrer des recettes fiscales. On ne peut pas faire fonctionner un État si l'État n'est pas capable d'absorber, d'engendrer des recettes, collecter des recettes et après les utiliser. Et pourtant, pour ça, on fait une analyse de comment l'État est capable de dépenser cet argent. Parce que si on concluait, écoutez, l'État ici n'est pas capable de dépenser de l'argent parce qu'ils n'ont pas les mécanismes, alors on ne pourrait pas faire cette confiance. Donc, vous voyez, tous les points se touchent. Tout à fait, tout à fait. Sinon, on risquerait de rentrer dans un cercle vicieux. Exact. Maintenant, et selon le diagnostic de l'Union européenne, quelles sont les priorités à adresser en urgence au niveau de la protection sociale? Bon, au niveau de la protection sociale, la première priorité, c'est les personnes déplacées. Les personnes déplacées, c'est absolument nécessaire. Ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de tout et malheureusement, la géographie de tout ça change tous les jours. C'est-à-dire, je le vois même avec mes collaborateurs ici, nos collaborateurs. Parfois, il y a certains qui sont à risque et la semaine d'après, c'est d'autres qui sont à risque. Donc, c'est assez problématique. Et après, évidemment, c'est la création d'emplois. Donc, pour la création d'emplois, là, on travaille sur la dimension agricole. Il faut relancer l'agriculture dans ces pays. Il faut que ces pays soient capables d'être, je ne dirais pas 100% autosuffisants, mais plus autosuffisants dans la production de ces aliments. La dépendance des importations n'est pas une bonne chose pour Haïti parce que les importations coûtent beaucoup et les importations ont un prix qui n'est pas sous votre contrôle. Donc, je dirais que sur les biens essentiels, les riz, les maïs, les sucres, ces produits devraient être... on doit tout faire pour que c'est la production locale. Donc, renforcer les filières de production des produits traditionnels, comme par exemple le cassava, le manioc. Hein? Et parce qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect de dénutrition de la population. Vous savez, les enfants haïtiens, ils sont en état de dénutrition autour de 30-35%, qui est élevé. C'est pas le plus élevé au monde, mais c'est quand même préoccupant parce que ça veut dire que 30%, ça veut dire qu'un enfant sur 3 qui est mal nourri avant les 5 ans, il n'aura pas la possibilité de développer les capacités intellectuelles et cognitives nécessaires pour avoir une vie sereine et productive. Donc, 1 sur 3, c'est énorme. Ah non, c'est énorme. 1 sur 3, c'est énorme, parce que ça veut dire un enfant sur 3. Ça ne veut pas dire que les autres 2 sur 3, ils auront une vie facile. Mais quand même, ils seront en position de pouvoir collaborer, participer à la vie collective. Parce que c'est ça dont Haïti a besoin. Haïti
on le sait, c'est un pays qui vit essentiellement en ce moment de transfert de richesses venant de ces La migrants. diaspora, ouais. Donc, comme on disait dans un dialogue, un colloque l'autre jour, très intéressant, bon, finalement, les Haïtiens travaillent pour faire croître les autres pays, Ouais. les États-Unis. Ouais. Le travail des Haïtiens, que c'est des grands travailleurs, on le sait, aide les États-Unis. Or, il n'y a rien de mauvais à aider les États-Unis, mais il faut quand même s'aider à soi-même avant. Définitivement. Donc, si on arrivait Mhm. à créer des conditions productives pour que les Haïtiens puissent travailler, ne soient pas obligés à migrer, ils puissent travailler ici, mais alors pour ça, il faut qu'ils soient bien nourris, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils soient en bonne santé. Et donc là, on peut créer des conditions pour que les entreprises puissent créer des postes de travail, des jobs. Or, évidemment, tout ça n'est pas dénoué n'est pas isolé de la question de la sécurité. C'est clair qu'il faut aussi de la sécurité pour investir, mais il y a plein d'autres dimensions sociales qui sont nécessaires. Nous savons aussi que les prix sont très instables. La gourde souffre de la pression monétaire, même si la Banque centrale a réussi plus ou moins à gérer la gourde. Je me souviens une grande crise de la gourde, une grande dévalorisation de la gourde en 22. Depuis lors, elle a perdu encore un peu de valeur, mais quand même ça va. C'est surtout tous les dollars qui rentrent qui font cette pression sur la gourde. Mais quand même, les prix augmentent. Les prix augmentent pas seulement à cause de la dévalorisation de la gourde, mais aussi à cause des étranglements de l'offre. Parce que les biens ne rentrent pas facilement dans les pays, et les biens produits au pays, l'agriculture du Sud, l'agriculture de l'Artibonite du plateau central, ne rentrent pas dans les villes. Yeah. Donc, quelle est la conséquence économique? Les prix qui montent. Yeah. Donc, ça, c'est des questions qui font partie, qui affectent la vie, la vie concrète des Haïtiens. Et pour nous, protection sociale, c'est ça, c'est intégrer la dimension économique et la dimension sociale. Je pense que les projets qu'on a dans les domaines agricoles sont très importants. Les projets PEMESAN, qu'on a terminé la première phase dans le nord-ouest et dans le nord-est, c'était surtout nord-ouest. Et maintenant, la deuxième phase, elle porte sur cette partie-là de nord-ouest, c'est-à-dire Bombardopolis, cette partie que je ne connais pas, qu'on me dit très éloignée du reste du pays. Parce que là, c'est les communes, et là aussi au nord-est, il y a certaines communes qui ont des indicateurs plus négatifs de nutrition infanile. Donc, on a choisi ces indicateurs-là, mais on a décidé aussi d'élargir l'action au développement de l'agriculture, même à Port-au-Prince. Parce que Port-au-Prince aussi, elle a besoin de développer ultérieurement l'agriculture. Donc, ça, c'est un bon exemple de comment le social et l'économique vont ensemble. Ouais, peuvent cohabiter. Tout à fait. Tout à l'heure, vous parliez de corruption, lutte contre la corruption, la transparence, comme étant les conditions à l'appui budgétaire, mais ce faisant, est-ce que vous pouvez dire un mot, par exemple, sur la gestion des organismes de protection sociale dans le pays? Est-ce que c'est une problématique qui vous touche au sein de l'Union européenne? Non, mais c'est clair que, les questions de gouvernance, c'est des questions qui sont des ressorts du pays. C'est clair que la protection sociale et la gestion n'a pas été peut-être optimale dans le passé, mais justement, on demande qu'il y ait des mécanismes pour poursuivre ça. Donc, il ne s'agit pas d'aller à la chasse, mais si les citoyens savent qu'il y a un système de justice, il y a un appareil, des dispositions de loi qui sont opérationnelles et qui permettent de lutter pour la transparence. Je ne peux pas utiliser le mot corruption, mais nous savons que c'est transparence et corruption vont ensemble. La confiance sera agrandie et sûrement la gestion de ces organismes sera meilleure parce qu'il y aura une plus grande transparence. Donc, en fait, tout va ensemble. La réforme de l'État, c'est pour ça que nous, pour notre appui budgétaire, on demande de renforcer la réforme de l'État, de l'accélérer. Parce qu'on a besoin d'un État plus efficace pour pouvoir lutter contre des phénomènes structurels qui sinon existent, persistent et se reproduisent. S'il n'y a pas Parce que la corruption n'est pas un problème seulement d'éthique personnelle. Parce que le problème est que si vous n'avez pas des mécanismes de loi qui sont opérationnels et qui permettent donc de poursuivre les gens qui seraient éventuellement suspects. Nous avons par exemple l'unité de lutte contre la corruption dans ces pays, ULCC, oui. Qui a fait beaucoup d'analyses, a fait beaucoup de propositions, mais après ces propositions, ces rapports très souvent tombent à l'eau dans le sens qu'ils ne sont pas poursuivis en justice. Exactement. Donc c'est ça qu'il faut compléter.
Et je suis sûr que l'énorme majorité des Haïtiens seront d'accord de faire ça, ils veulent ça. C'est une petite minorité de gens qui profitent du système. Et donc, c'est dans ce sens que nous demandons des améliorations à la gouvernance. Évidemment, ce n'est pas notre tâche d'aller dire, écoutez, monsieur Antel, ça c'est une question des autorités de justice haïtiennes. Mais nous encourageons justement à prendre des initiatives dans ce sens. Non, tout à fait. Et nous allons terminer, mais juste avant, il y a un point sur lequel j'aimerais avoir votre opinion. Au début, je parlais de cette campagne de sensibilisation financée par l'Union européenne, menée par et pour la société civile. Donc, au sein de l'Union européenne, vous pensez que c'est important d'inclure la société civile dans ce débat? Et pourquoi? Écoutez, la société civile fait partie intégrale de notre approche. C'est vrai que nous sommes une organisation émanation des États, des 27 États de l'Union européenne, et donc nous avons une relation privilégiée avec les États qui sont nos associés. Mais dans tous les pays, nous mettons toujours la relation avec la société civile à la première place. Parce que très souvent, la société civile ne se sent pas suffisamment reflétée ou écoutée. La société civile a beaucoup de plaintes. Et là, nous ne sommes pas là vraiment pour résoudre toutes les plaintes, mais nous sommes là pour écouter. Parce que nous avons besoin de savoir. Par exemple, quand nous définissons nos priorités de coopération, en ce moment, les priorités de coopération avec Haïti sont la résilience économique, l'éducation et la relance agricole. Alors là, ces priorités sont définies en dialogue avec les États, avec les gouvernements qui les représentent, mais aussi avec la société civile. On est en dialogue permanent avec la société civile pour entendre, écouter leurs préoccupations et pouvoir donc être sûr que ce qu'on fait, c'est pas éloigné des préoccupations de la société civile. Et en fait, on a plusieurs programmes de coopération directement avec la société civile qui ont été très importants dans le domaine des droits humains en général, mais surtout dans la protection des femmes et des mineurs, des femmes et des enfants, un dossier sur lequel on a énormément travaillé ces dernières années en Haïti. Donc, c'est très important d'être en contact parce que moi, dans un pays de la complication d'Haïti, Haïti est un pays complexe à cause de sa situation de gouvernance disons que pour améliorer une gouvernance faible et crise économique aiguë et crise sécuritaire aiguë. Donc, c'est toutes les crises ensemble. Dans un monde qui a plein de situations compliquées qui font oublier Haïti. Donc, il ne faut pas imaginer que le monde va courir au secours d'Haïti. Donc, il faut donc que les populations fassent complètement partie de ça. Très souvent, dans un pays comme Haïti, la société civile ne se sent pas représentée par le secteur politique. Pas seulement parce qu'il n'y a pas eu des élections, mais même quand il y avait des élections, la société civile ne se sent pas représentée suffisamment par les partis politiques. Or, notre encouragement, c'est évidemment la société civile de s'organiser, de se présenter aux élections, de s'organiser comme parti politique. Il faut renouveler la politique dans ces pays, c'est évident. Et c'est pas à nous de prendre un parti, mais c'est clair. Il faut encourager les jeunes, il faut encourager les gens qui sont actifs dans leur communauté à prendre l'initiative, rentrer dans la vie politique, mais pas seulement rentrer dans la vie politique. Moi, je dirais les encourager à prendre l'initiative dans la vie associative, être présent dans leur communauté. La politique, c'est pas rentrer au Parlement. Donc, c'est pas que rentrer au Parlement. La politique, c'est aussi travailler avec tes voisins pour résoudre des problèmes de la collecte des déchets plutôt que l'eau potable. Alors, la société doit se prendre en charge, les problèmes sont énormes, et donc la seule façon de pouvoir faire travailler des programmes complets, c'est de mettre ensemble l'État, les autorités, et la société civile. Et les acteurs internationaux, nous sommes tout simplement de facilitateurs. Des facilitateurs, nous venons avec une action complémentaire. C'est pas nous qui pouvons résoudre les problèmes d'Haïti, mais seuls les projets, et on l'a vu dans le cas du PEMSAN. PEMSAN a fonctionné parce qu'on mettait ensemble l'action de l'État qui avait une supervision, savait plus ou moins ce qu'on faisait. Déjà, bon, ok, vous voulez renforcer le manioc, dans le nord, on veut renforcer la production de manioc. Ok, on est d'accord que vous fassiez ça avec les communautés. Donc, c'est pas que c'était eux qui agissaient, mais on travaillait avec les communautés directement. On fournissait des semences, on fournissait de l'assistance technique, de la formation. Et l'ensemble des acteurs, c'est énorme. C'est des dizaines et des dizaines d'institutions qui rentrent dans tout ça. C'est la seule façon de travailler. On ne peut pas travailler séparément État
acteurs internationaux et société civile. Les trois doivent aller dans la même direction. Tout à fait, tout à fait. Et pour conclure, parce que il va falloir terminer quand même, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous auriez ajouté quelque chose qui n'émanerait pas de mes questions ou un point qui n'a pas été adressé selon vous? Non, oui. C'est ma troisième année à Haïti. Ça a été les 2 années précédentes, 22, 23, de 22 à 24, ont été assez compliquées pour les questions que nous tous savons. Je dirais pas que la situation était la plus facile, mais ceci n'empêche que c'est un énorme plaisir de travailler dans ce pays. C'est dur. C'est dur. Je suis éloigné de ma famille. Nous tous ici, nous sommes éloignés de ma famille. Beaucoup de mes collaborateurs haïtiens, eux aussi, ils ont la famille loin d'ici. Mais c'est quand même un énorme privilège de pouvoir interagir avec la population haïtienne, avec les autorités haïtiennes. Finalement, je pense que quand je terminerai ma période en Haïti, comme la plupart des étrangers qui sont passés, des coopérants qui sont passés par Haïti, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Ah, Haïti, c'est horrible, Haïti, tout le monde adore Haïti ». Malgré les difficultés, malgré la vie, et je pense que la vie qu'on a tous en ce moment est vraiment limitée. Mais quand même, c'est un pays qui s'est fait aimer. C'est un pays qui s'est fait aimer parce que par la force de sa population, par le regard fier de ces gens, et moi, je suis absolument rendu quand je vois ces enfants qui vont à l'école. Malgré toutes les difficultés, ils sortent des quartiers les plus difficiles possibles et ils sortent impeccables dans leurs uniformes, impeccablement propres. C'est une image de sérieux et aussi d'espoir pour l'avenir de ce pays. Donc, je pense que nous tous, c'est ça l'avenir. Les Haïtiens et les étrangers qui aiment ce pays, je pense que nous devons avoir en tête que malgré les difficultés, il y a un espoir et l'espoir, c'est les jeunes. Et nous avons le devoir de travailler pour ces gamins qui sont trop beaux, ils sont trop magnifiques, leur regard, leurs yeux, leur sourire. C'est la chose la plus belle. Tout le reste est un problème. On est peut-être au moment pire de l'histoire haïtienne. C'est difficile de choisir un moment pire de l'histoire haïtienne, mais peut-être on est là, au point le plus bas. Mais soyez sûrs que sans doute les Européennes regardent avec beaucoup de sympathie les Haïtiens à Haïti. Et moi, dans la petite possibilité que j'ai de faire quelque chose, je fais le maximum pour informer en Europe de la situation haïtienne, pour qu'ils continuent d'aider, et d'autre part, pour rendre plus efficaces et plus coordonnées, plus cohérentes les actions ici sur place. Et je dois dire, je suis content parce qu'on avait trouvé une situation un peu confuse, on a remis beaucoup d'ordre et on est prêt maintenant, on a un paquet d'appuis importants et on a vraiment tout pour que ça réussisse. J'espère aussi qu'on pourra bientôt contribuer à la mission de sécurité, parce que même si c'est pas vraiment notre tasse d'été, c'est pas la sécurité, c'est pas vraiment notre matière, c'est plutôt le social et l'économique, mais quand même, je pense que c'est important. On arrivera avec ça aussi. Mais ma conclusion, je veux rester à Haïti, je veux pas partir, mais malheureusement, je dois partir dans quelques mois, mais malheureusement, j'apprécie énormément ce pays malgré toutes les difficultés. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'était un plaisir. Moi, j'espère apprendre un pile de l'émission ça, non seulement de première partie à côté de expliquer nous ça qui a passé au niveau mondial, particulièrement avec monsieur Trump, et ça que nous-mêmes comme pays qui en face gros marché ça, qui opportunité qui existait, et pour nous voulons changer de donne net, alors que nous avons parlé de paradigme, et bien pour nous jeunes garçons, jeunes femmes, opportunité dans le pays ça, j'en vois que le Mexique a bénéficié, j'en vois que le Canada a bénéficié de gros marché ça, qui opportunité pour nous créer pour jeunes, renforcer le capital humain, ensuite réduire ça les inégalités sociales, réduire inégalités territoriales, chercher une grande vision pour nous partager entre le secteur politique et le secteur privé pour que le secteur social a bénéficié, pour que le pays a sorti de l'état que nous avons là, gagner trois opportunités. Imaginons qu'on paye le Taïwan, il n'y a pas de côté lié face à la Chine, peut-être capable de ça, mais si Taïwan est la place, nous là,